All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. La juge présidente. Oui, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Comme cela a été expliqué et avec votre accord, nous siégeons avec 2 juges seulement aujourd'hui du fait de l'absence absolument inévitable de Madame la juge Alexis Windsor. Et comme je l'ai dit, toutes les parties ont accepté cela. Est-ce que la défense pourrait se présenter, s'il vous plaît? Maître Lauchi, bonjour Madame la Présidente, bonjour Madame la Juge, bonjour chers collègues, bonjour au public dans la galerie. Avec Monsieur Ali Mohamed Ali Abdelrahman présent ce matin dans le prétoire, nous avons Thomas Châtelet, notre stagiaire au sein de l'équipe de la Défense, Madame Marcella Velarde, Monsieur Mohamed El Rahi, Madame Eva Kalb, Monsieur Ahmad Issa, notre gestionnaire chargé du dossier, Madame Audrey Matteo, notre conseillère juridique, le co-conseil Ian Edwards et moi-même Cyril Lauchi. La juge présidente, merci. Qu'en est-il de l'accusation? Monsieur Nichols, bonjour Madame la présidente, bonjour Madame la juge. Julian Nichols, Alison Whitford, Claire Sabatini, Yann Saba et Raquel Mazzarella. La juge présidente, je vous remercie. Qu'en est-il de la représentation des victimes? Madame von Wisting-Andersen, bonjour. Madame la présidente, bonjour Madame la juge. Les victimes participantes sont représentées ce matin par le conseil associé maître Anan Shah. Derrière moi, nous avons le gestionnaire chargé du dossier Saïd Cassis et nous avons également une professionnelle détachée Charlotte Imoff et moi-même Nathalie von Witting-Hansen. La juge présidente, maître Lauchi, avant que vous ne poursuivez, je souhaiterais soulever quelque chose à huis clos partiel. Maître Lauchi, oui, je pense qu'il est effectivement plus judicieux de passer à huis clos partiel pour aborder cette question. La juge présidente, très bien, huis clos partiel.
We're back in open session, Madame President. La grève d'audience, nous sommes de retour en audience publique, Madame la Présidente. La juge présidente, merci. Je reprends la plaidoirie à l'endroit où je m'étais interrompu hier après-midi. Après avoir leurré le bureau du procureur et ses équipes en orientant leurs enquêtes vers un parfait inconnu, pharmacien de son État, les autorités soudanaises sont donc parvenues à accomplir le second exploit de faire obstacle en toute impunité à toutes les enquêtes de la défense de M. Abdelrahman. Si les droits fondamentaux de M. Abdelrahman dans son procès n'étaient pas en jeu, il conviendrait de leur tirer mon chapeau. Il faut dire que la défense a été bien isolée dans cette affaire. Le bureau du procureur ne va sans doute pas se plaindre d'un procès sans possibilité d'enquête de la défense et fait passer la conduite de ses propres enquêtes dans d'autres affaires avant le respect des droits de M. Abdelrahman. Ce n'est pas très compatible avec l'équité du procès et l'établissement de la vérité, mais si le bureau du procureur s'en souciait, nous le saurions. Le greffe, quant à lui, ne s'est visiblement toujours pas remis de la révélation, le 14 décembre 2020, par les Écritures publiques numéro 231 de la Défense, de son manquement depuis 2005 à négocier un accord en vertu de l'article 4, paragraphe 2 du statut, définissant le cadre légal des activités de la Cour au Soudan. J'ai peine à imaginer l'électrochoc qu'a dû être la lecture de la soumission 231 de la Défense dans les bureaux. La preuve en est que plus de 15 ans après la résolution 1593, le bureau du procureur s'est précipité à Khartoum pour y négocier un premier accord signé en janvier 2021, un mois plus tard, à peine. Et le greffe a quant à lui signé un autre accord le 10 mai 2021. On pourrait saluer l'efficacité, un mois d'un côté, 5 mois de l'autre, pour négocier et signer ces deux accords, mais on oublierait les 15 ans qui précèdent. Le greffe ne s'est sans doute pas non plus remis des écritures de la Défense relatives à la parfaite nullité de l'accord négocié et signé en urgence le 10 mai 2021. Et tous les efforts du greffe ont depuis consisté à dire et répéter que tout allait bien en matière de coopération du Soudan avec la Cour. Alors qu'au même moment, les demandes de visa de la Défense étaient systématiquement ignorées et ces demandes de coopération restaient sans réponse. Le greffe, particulièrement sa division des opérations extérieures, a ainsi fait preuve de complaisance coupable à l'égard des autorités soudanaises. Cette complaisance, elle avait pour objectif d'entretenir l'illusion que tout allait bien et que les conditions étaient réunies pour la conduite d'un procès dans une affaire soudanaise. Elle ne l'était manifestement pas. La Défense l'avait constaté dans son écriture du 5 octobre 2020, numéro 174, et n'a cessé de répéter cela depuis.
rompant avec sa neutralité, le greffe, je veux parler de la division des opérations extérieures, n'a en réponse eu de cesse que de soutenir l'exact contraire, afin de permettre la poursuite de ce procès envers et contre tout. Pourtant, les faits sont têtus. Ils ne peuvent pas être indéfiniment niés. Les faits sur lesquels s'appuie la défense pour démontrer la déficience de l'environnement légal de la présente affaire et l'absence de coopération du Soudan ne sont pas contestables. Là où nous divergeons avec le bureau du procureur et qui demeure en débat et qui devra éventuellement être tranché un jour par la Chambre d'appel, est la question des conséquences de ces faits sur l'équité du procès. Mais les faits, eux, sont établis, et je vais en évoquer 7 afin que le public puisse se rendre compte du fait qu'il ne porte pas à contestation. Premier fait, le Soudan n'est pas un État partie. Deuxième fait, le Soudan n'a pas passé d'accord régulièrement ratifié et publié relatif aux activités de la Cour sur son territoire en vertu de l'article 4, paragraphe 2 du statut. Troisième fait, le Soudan n'a pas promulgué de loi nationale relative à la coopération avec la Cour, comme le requièrent les articles 87, paragraphe 5A et l'article 88 du statut. Quatrième fait, contrairement à ce que le Soudan a affirmé, sa loi nationale de juillet 2020 ne porte aucune mention d'une abrogation, d'une incrimination de coopération avec la Cour dans son droit national. Cinquième fait, la déclaration du Soudan, enregistrée auprès du secrétariat des Nations Unies le 26 août 2008, par laquelle il estime qu'il n'est lié par aucune obligation en vertu du statut de la Cour, n'a jamais été retirée. Elle n'a fait l'objet d'aucune contestation ou objection de la part d'un autre État, tel que par exemple les États qui avaient voté la résolution 1593. Elle demeure donc encore en vigueur à ce jour et il est très facile de la consulter sur le site du secrétariat des Nations Unies. Sixième fait, les autorités soudanaises ont fait à la défense l'insigne honneur de la communication du 12 janvier 2023 en réponse à ces demandes de transmission de documents, ce qui a compromis ainsi définitivement toute possibilité pour elle, pour la défense, d'enquêter sur son territoire. Et septième fait, les mêmes autorités ont fait basculer le Soudan, depuis le 15 avril 2023, dans un conflit armé non international sanglant qui interdit toute mission de la Cour, a causé un effondrement quasi complet des communications téléphoniques ou Internet, et qui rend impossible la mise en œuvre de la moindre mesure de protection des témoins sur son territoire, auquel la division d'aide aux victimes et témoins de la Cour n'a de toute manière plus accès depuis. Le constat de ces 7 faits suffit à démontrer que les conditions pour l'exercice de poursuites judiciaires et la conduite d'un procès dans la présente affaire n'étaient pas et ne sont toujours pas réunies.
C'est sur cette conséquence que nous sommes en désaccord, et c'est sur cette conséquence que la Chambre d'appel sera éventuellement appelée à se prononcer un jour. Mais j'insiste, nous pouvons être en désaccord sur leurs conséquences, mais la matérialité de ces 8 faits, elle, est établie. Nier ces réalités ne suffisait toutefois pas à maintenir l'illusion d'équité de la procédure. Il fallait bien trouver une explication pour que la défense ne parvienne pas à avancer dans ses enquêtes. Et puisque l'environnement légal déficient et la non-coopération du Soudan ne suffisait pas à l'expliquer, il fallait trouver autre chose. Il fallait blâmer la défense pour la conduite de ces enquêtes. Voilà quelle a été la solution. Là où les visas n'étaient pas délivrés par le Soudan, la défense était blâmée pour son refus d'aller en mission et son incapacité à rechercher des solutions alternatives, telles que la conduite de ces enquêtes depuis des pays tiers. Le bureau du procureur le faisait bien, lui. Pourquoi pas nous ? Le blâme de la défense, comme unique explication à l'absence d'avancée dans ces enquêtes en comparaison avec les enquêtes du bureau du procureur, n'est toutefois pas justifié pour au moins 3 raisons. Première raison, le bureau du procureur a réalisé de multiples missions au Soudan de 2005 à 2023. Les visas ont été régulièrement délivrés à ces équipes pour se rendre au Soudan et pour y mener des enquêtes. La défense, elle, n'a reçu de visa qu'une seule fois pour une durée de 30 jours, au cours desquels elle a pu organiser une seule mission limitée à Khartoum. C'était en juin 2022. Deuxième raison, alors que la majorité des témoins de l'accusation font partie de la diaspora soudanaise, réfugiés en dehors du Soudan, ou bien des groupes de déplacés internes réunis dans des camps de déplacés et encadrés, quadrillés par des organisations non gouvernementales, les témoins de la défense, eux, continuent de vivre leur vie simple de citoyens soudanais au Darfour et ne sont pas accessibles de l'extérieur. Les clients de la pharmacie, les copains de régiment, les amis d'enfance, les membres de la tribu, voilà la population qui forme le vivier des témoins potentiels de la défense de M. Abdelrahman. Comme lui, ce sont de parfaits anonymes. La plupart n'ont jamais mis les pieds en dehors du Soudan, n'ont pas de téléphone. Aucune organisation non gouvernementale ne s'occupe d'eux et n'est susceptible de servir d'intermédiaire pour les enquêtes de la défense. La seule façon de les identifier est de les contacter, autrement que par le biais limité des souvenirs de M. Abdelrahman et de ses contacts personnels, et d'aller les trouver là où ils résident. Et cela, la défense n'a pas été en mesure de le faire, jamais. Les autorités soudanaises l'en ont empêché. Troisième raison, enfin, le bureau du procureur a disposé de pas moins de 16 années pour mener ses enquêtes et préparer sa preuve avant le commencement du procès. Il y a sans doute eu des hauts et des bas, mais c'est bien l'écart de temps entre le début et la fin.
Certaines de ces demandes de coopération ont été répondues par les autorités soudanaises, et cela finalement au gré des intérêts et de la stratégie de ces autorités, notamment lorsqu'il s'agissait de nourrir le procureur d'éléments de preuve pour accuser le bouc émissaire Abdelrahman. Le bureau du procureur a encore obtenu 6 mois de report pour l'audience de confirmation des charges en phase préliminaire, afin de poursuivre ces enquêtes. Et il les a poursuivies après l'audience de confirmation des charges. Je ne parle pas non plus de la somme astronomique de 39 millions d'euros de budget dépensé par le bureau du procureur dans la seule situation au Soudan de 2005 à 2022. En 2023, nous sommes sans doute encore au-delà. Cette somme est mentionnée au paragraphe 6 du rapport ICC ASP 21-6, consultable en ligne. Et en comparaison, eh bien, la défense, elle, n'a obtenu qu'un seul visa pour une durée de 30 jours, n'a disposé que d'un budget initial de 75 000 euros, qui a été une fois étendu pour les besoins de ces enquêtes, n'a reçu de réponse à aucune de ces demandes de coopération et n'a obtenu que des extensions de délai très limitées pour mener ses enquêtes et préparer sa preuve, alors même que le Soudan, où ces enquêtes devaient avoir lieu, était à feu et à sang depuis le 15 avril 2023 et qu'elle n'y avait plus accès. Alors, la situation qui prévaut au Soudan est-elle comparable à toutes les autres situations dans lesquelles s'inscrit la justice pénale internationale? Les risques encourus et les difficultés que l'on constate au Soudan pour enquêter sont-ils les mêmes que les risques et les difficultés encourus précédemment dans l'ex-Yougoslavie, au Rwanda, en Sierra Leone ou dans les autres pays de situation de la Cour? Eh bien, il me semble que, à la seule exception des premières années de vie du tribunal pour l'ex-Yougoslavie et des bombardements de l'OTAN sur la Serbie en 1999, la justice pénale internationale n'a eu affaire pour ces enquêtes qu'à des situations post-conflit. Certes, ces situations n'étaient pas idéales, elles étaient déstructurées. Mon expérience personnelle m'a permis de connaître le Rwanda de 1995, la Sierra Leone de 2005 et le Kosovo de 2008. Mais nous n'étions pas en situation de conflit ouvert, comme c'est le cas aujourd'hui au Soudan. Jusqu'à l'ouverture de la situation en Ukraine, où aucune défense n'est à ce jour à l'œuvre, aucune situation devant la Cour, pas même le Mali, pas même la Libye, ne s'est déroulée en situation de guerre ouverte, comparable à celle que connaît le Soudan depuis le 15 avril 2023. La Cour n'y a pas accès et l'on souhaiterait que la défense y enquête, alors qu'elle ne bénéficie même pas du devoir de sollicitude, duty of care, que j'ai mentionné hier. Alors, face à l'exposé simple et cru de cette triste réalité, de cette comparaison entre, d'une part, le temps, les facilités et les moyens donnés au bureau du procureur, avec, d'autre part, le blâme réservé à la défense et l'inflexibilité à lui accorder le peu de temps qu'elle demandait pour continuer ses enquêtes, cette situation
résisterait-elle une seule seconde à un examen de l'équité de ce procès par un observateur raisonnable? La réponse est évidemment non. Dans cette affaire, l'équité du procès a été définitivement ruinée par toutes les raisons que j'ai déjà mentionnées. La Chambre ne sera naturellement pas d'accord avec mon analyse et il appartiendra à une autre Chambre de constater en son temps cette évidence. C'est une question de patience. L'évidence ne pourra pas toujours être niée. Elle est trop criante. Cela viendra. J'en passe à la présentation de la preuve de la défense. Malgré les difficultés que j'ai évoquées, la défense a conduit ses enquêtes, ou plutôt a conduit les enquêtes qu'elle pouvait. Ce que la défense a été en mesure d'accomplir dans ces conditions relève, je pèse mes mots, purement et simplement du miracle. Il a fallu pour cela tout d'abord un concours de circonstances inattendues et rocambolesques, survenu début juillet 2023, qui nous a permis de rétablir une communication limitée, mais une communication tout de même, avec l'un des lieux d'intérêt pour les enquêtes de la défense. Il a fallu ensuite le déploiement d'efforts acharnés de la part de chacun des membres de l'équipe de la défense, que je tiens ici à remercier et à complimenter individuellement pour leur dévouement continu. Et il a fallu ensuite le dévouement incroyable des témoins de la défense eux-mêmes, qui ont été prêts à prendre des risques incalculables pour rencontrer la défense en dehors du Soudan, alors que dans n'importe quelle autre affaire devant la Cour, ce qui est normal est que les témoins soient rencontrés, soient contactés, rencontrés, pris en charge au lieu où ils se trouvent. Rien de tout cela ne fait partie des conditions normales d'enquête devant la Cour. Quels que soient les résultats qui vont être présentés au procès, ils ne peuvent pas suffire à l'exercice du droit de M. Abdelrahman de bénéficier du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et de faire comparaître des témoins à décharge devant la Cour en vertu des articles 67.1 B et E du statut. Le fait que la défense soit parvenue à accomplir des miracles ne change rien à cela. La défense soumet que le miracle ne peut pas être le standard applicable au respect du droit à un procès équitable devant la Cour. Le résultat de ces enquêtes est que le mémoire enregistré le 2 octobre 2023 et la plaidoirie que nous faisons aujourd'hui ont dû être préparés, au moins partiellement, en aveugle, alors que la défense ne connaît même pas la totalité de la preuve qu'elle sera finalement, et espérons-le, en mesure de rapporter au procès. Nous avons mentionné cela dans notre mémoire du 2 octobre 2023, et les conséquences de cette situation, de devoir commencer la présentation de la preuve de la défense sans la connaître en totalité, seront adressées de façon plus complète et avec une vue d'ensemble de ces conséquences
dans le mémoire final de la défense. L'ambition de la défense dans la présentation de sa preuve est d'attirer l'attention de la Chambre sur le fait que l'affaire qui vous est soumise par le bureau du procureur est loin d'être aussi simple qu'il a tenté de vous le faire croire. Le bureau du procureur vous a présenté un scénario d'une désarmante simplicité qui se résume en une phrase. Un groupe de méchants miliciens arabes, désignés sous le terme magique de Janjaweed, se serait réunis sous le commandement suprême d'un Aguid al-Oghada, autre terme magique, nommé Ali Kushaib, pour attaquer ensemble, piller et persécuter la population four du Wadi Saleh et de Moukjar, en réponse à un appel à la contre-insurrection lancé par le président al-Bashir. La défense va s'efforcer d'apporter un peu de clarté sur les zones d'ombre de ce scénario simpliste, qui révélera que la réalité est un peu plus compliquée que ce que le bureau du procureur tente de vous faire admettre. La défense démontrera ainsi que les milices arabes, confusément qualifiées de Janjaweed par leurs détracteurs, appartenaient en réalité à des formations paramilitaires parfaitement définies. Les Popular Defense Forces, les Popular Police Forces et les Border Guards. Les personnes qui étaient recrutées dans ces formations intégraient les forces de réserve régies par une loi soudanaise de 1982, le Reserve Forces Service Act. Et elles étaient ensuite, de la réserve, affectées à ces différentes formations. Elles recevaient en échange de leur mobilisation une compensation ou un salaire qui était clairement défini et qui incluait également une indemnisation des préjudices éventuels que ces personnes subissaient en opération. Une blessure ou, dans le cas d'un décès, la compensation allait aux membres de la famille. On a beaucoup parlé de la confiscation des terres et de leur allocation. L'allocation des terres confisquées aux populations four a constitué l'un des aspects de la rémunération offerte aux membres de ces formations paramilitaires. Et elle a été coordonnée et légalement enregistrée au sein de l'administration de ces formations assurées par les forces armées soudanaises. Ces formations paramilitaires étaient encadrées par une hiérarchie claire et parfaitement organisée, avec une structure de commandement articulée au niveau fédéral, régional et local. Et dans cette hiérarchie, le titre de Aguid al-Oghada n'avait rien à voir, n'avait absolument pas sa place. Le titre de Aguid al-Oghada correspond, lui, à une fonction tribale. Au sein de certaines tribus arabes, un groupe de personnes se voit décerner la fonction de Aguid. Et ils élisent en leur sein celui qui va les coordonner, le Aguid al-Oghada. Cette hiérarchie coutumière n'a strictement rien à voir avec les hiérarchies en vigueur au sein des Popular Defense Forces, Popular Police Forces ou Border Guards. Le titre de Aguid al-Oghada n'implique d'ailleurs qu'une autorité très limitée au sein de la tribu à laquelle le Aguid al-Oghada appartient, et elle ne permet pas, ce titre ne permet pas d'exercer le moindre commandement en dehors, et encore moins au sein de formations paramilitaires répondant à la hiérarchie des trois organisations que j'ai citées.
Le bureau du procureur, son dossier, a caricaturalement simplifié cette réalité complexe. Sa mise en lumière constituera le premier objectif de la présentation de la défense. Ni la matérialité des attaques, ni les souffrances des victimes ne seront abordées dans la présentation de la preuve de la défense. Et il y a une raison bien simple à cela, c'est qu'elles sont en dehors du champ de la défense de M. Abdelrahman. Le pharmacien de Garcilla ne dispose d'aucune information, aucune preuve sur ce qui s'est passé ou non à Kodoum, à Bindissi, à Moukjar et à Deledj. Il était dans sa pharmacie et il vendait des médicaments. Ou bien il se trouvait à des centaines de kilomètres plus loin, interné dans un camp d'entraînement. Il n'est donc pas en mesure de parler des événements décrits dans les charges. Tout ce dont il peut parler et sur quoi il peut rapporter de la preuve, c'est sur lui-même et son absence de lien avec les crimes. La défense a donc d'abord enquêté sur ce sur quoi M. Abdelrahman était en mesure de nous donner des éléments. Lui-même, le pharmacien de Garcilla, étranger à toute opération armée, survenue au Darfour en 2003-2004. Il fallait rechercher la preuve d'une vie sans histoire. D'aucuns diraient une petite vie bourgeoise, si cette expression très française pouvait revêtir le moindre sens au Soudan. C'est une preuve bien moins homérique que les récits de combats et d'exactions que l'on trouve dans la preuve du bureau du procureur. C'est une preuve également bien plus difficile à rassembler 20 ans après les faits, tant elle est anodine. La preuve que la défense devait rechercher est celle de non-événements qui datent d'il y a 20 ans. À la version soudanaise du vaillant petit tailleur des frères Grimm que j'ai mentionné hier, la défense devait répondre par le récit de la vie sans histoire de la version soudanaise de M. Bovary, de Gustave Flaubert. Autre registre, autre défi, M. Bovary n'est même pas le héros du roman dans lequel il apparaît. Qui, dans cette salle, peut se souvenir des non-événements de son quotidien d'il y a 20 ans? Nous souvenons-nous de combien de fois nous nous sommes rendus à la pharmacie en 2003-2004? À quelle date nous nous y sommes rendus? Si la pharmacie était ouverte ou pas? Qui y servait? Voilà la nature de la preuve dont avait besoin la défense dans cette affaire. À n'en pas douter, la nature de cette preuve constituait une difficulté supplémentaire pour ces enquêtes. Même en nous concentrant sur ce sujet, l'accès à la preuve était empêché par l'impossibilité de nous rendre sur les lieux de vie de M. Abdelrahman, en premier lieu Garcilla et Raad el-Baldi, où devaient se trouver naturellement les personnes qu'il avait connues et pouvaient éventuellement témoigner de ces non-événements anodins. Les témoins de la défense D02, D03, D04, D05, D06, D07, D08, D11, D28, D29 et D32 sont les témoins de cette catégorie, que la défense a l'espoir de faire comparaître au procès. La défense s'est également employée à clarifier le contexte général des événements visés dans les charges, qui, comme je l'ai dit, est plus complexe que ce que décrit le bureau du procureur. Qui étaient ces mystérieux Janjaweed, ces diables à cheval?
que le bureau du procureur ne définit nulle part. Les témoins des 16 et des 17 apporteront leur connaissance sur cette question. Qu'est-ce que ce titre non moins mystérieux de Aguid al-Ogada, que le bureau du procureur ne définit que très succinctement et imparfaitement? Comment était-il désigné? Quelle était l'autorité de son porteur? Si la défense parvient à les faire comparaître, les témoins D01 et D03 donneront leur connaissance personnelle de ce que recouvre la réalité de ce titre. Puisque le titre tribal de Aguid al-Ogada, puisque le titre de Aguid al-Ogada est un titre tribal et que les milices Janjaweed étaient, selon le bureau du procureur, recrutées sur une base tribale, qu'en était-il de la tribu de M. Abdelrahman? Cette tribu a-t-elle participé à la contre-insurrection de 2003-2004? Un membre de cette tribu pouvait-il avoir joué un rôle aussi éminent que celui prêté à M. Abdelrahman en relation avec les opérations de la contre-insurrection? Le témoin expert, conjointement appelé par le bureau du procureur et la défense au commencement de ce procès, je veux parler du professeur Alex Deval, a déjà répondu négativement à ces questions. Si la défense parvient à les faire comparaître, les témoins D01, D02 et D03 corroboreront sa réponse par la preuve directe issue de leur expérience personnelle. Les crimes visés dans les charges étaient-ils incriminés dans le droit applicable au Soudan de l'époque? Existait-il une obligation d'obéir à un ordre de les commettre? À quoi d'éventuels contrevenants s'exposaient-ils? Les témoins D16 et D23 répondront à ces deux questions sur la base, l'un, de son expérience personnelle et directe, l'autre, de son expertise académique. Un mot enfin de l'alibi partiel dont la défense a délivré préavis le 22 juin 2023. Ainsi que la défense le mentionne au paragraphe 24 de son mémoire du 2 octobre 2023, les limites rencontrées dans la conduite de ces enquêtes, exacerbées par le conflit armé actuel en cours au Soudan, font que nous ne sommes pas parvenus à rétablir le contact avec le témoin D13, qui est identifié comme le premier et principal témoin de l'alibi partiel de M. Abdelrahman. Le maintien de cet alibi partiel est donc conditionné par la capacité future de la défense à rétablir le contact avec le témoin D13, à le faire comparaître ou à identifier d'autres témoins potentiels susceptibles de corroborer cet alibi. La défense tiendra naturellement la Chambre et les parties informées des développements à venir en relation avec la défense d'alibi partiel de M. Abdelrahman. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, Madame la Présidente, je propose de prendre la pause à ce stade, ce qui permettra à mon confrère Yann Edwards de commencer immédiatement après la pause avec l'exposé de la première ligne de défense. Oh pardon, non, excusez-moi. Erreur d'heure, nous avons jusqu'à 11 heures. Donc, mon confrère Yann Edwards, avec votre permission, va à présent prendre le relais. Yes, I think it is. La juge présidente, oui, je pense que c'est quand même un peu tôt pour faire la pause, Maître Laochi. Donc nous allons entendre Maître Edwards.
Maître Edwards. Bonjour, Madame la Présidente. Bonjour, Madame la Juge à la Pinigansu. Bonjour, Madame la Juge Alexis Windsor. Et je sais qu'elle suivra cela depuis loin. Bonjour à mes confrères et consoeurs et bonjour au public qui se trouve dans la galerie. Et bonjour au peuple de Soudan qui sont en train de regarder dans leur pays ou à l'extérieur des frontières de leur beau pays. Donc, salam alaikum. Mesdames les juges, le conseil principal vous a expliqué par le menu les difficultés auxquelles s'est trouvée confrontée la défense lors de ces enquêtes. Les résultats de nos enquêtes sont beaucoup plus maigres que nous l'aurions souhaité. En cette phase du procès et dans un monde idéal, nous aurions aimé pouvoir vous dire que nous avions rencontré des douzaines de témoins à Garcila, à Niala, à Riyad el-Berdi, à El Obeid et à Khartoum. Dans un monde idéal, nous aurions souhaité être en mesure de vous dire aujourd'hui que nous avions interrogé et pris des déclarations auprès de moult douzaines de témoins avant de trier sur le volet avec circonspection et avec stratégie ces déclarations et nous aurions ainsi pu retenir les meilleurs 30 ou 50 ou 100 témoins dont les récits individuels à la trame logique, complémentaire, cohérente, susceptible d'être corroborée, auraient été tissés ensemble pour pouvoir créer une fresque détaillée et fournie, fresque sur laquelle la vérité aurait été écrite en grands caractères. Mais nous ne vivons pas dans un monde idéal et nous n'avons pas été en mesure de faire ce que nous voulions faire. Les circonstances sont telles qu'elles ne nous ont pas permis de présenter devant vous les éléments de preuve que cette affaire mérite et que notre client mérite. Nous avons dû faire de notre mieux malgré le peu d'atouts que nous avons reçus. Vous en avez déjà entendu parler. Vous avez entendu parler des difficultés suscitées par la non-coopération du Soudan. Nous n'avons pu organiser qu'une mission à Khartoum. Nous n'avons pas pu aller au Soudan. Nous n'avons de toute façon certainement pas pu avoir accès au Darfour et plus récemment, depuis le 15 avril de cette année, ce pays s'est embrasé. Il y a eu échec de cet État qui est déchiré par des psychopathes qui ne s'intéressent absolument pas au sort des citoyens du Soudan. Donc nous n'avons pas été en mesure d'aller au Soudan et encore moins au Darfour. Entre-temps, il y a eu un exode de masse des personnes qui ont été en mesure de quitter le Soudan, des ressortissants soudanais ainsi que des étrangers. Les ambassades des Pays-Bas, des États-Unis, du Royaume-Uni, de la France, du Canada, de la Suisse, de la Suède, de l'Espagne, de l'Union européenne, je pourrais poursuivre cette liste, sont fermées. Il n'y a pas un seul pays qui n'a pas pour conseil de voyage, n'allez pas au Soudan. Et vous avez entendu, mesdames les juges, mercredi et hier, les victimes qui ont partagé leur point de vue et préoccupations. Vous avez entendu parler de la situation absolument épouvantable, situation humanitaire et sécuritaire épouvantable au Darfour avant la guerre, mais certainement, il faut savoir que la situation s'est empirée depuis le début de la guerre. Et les récits de ces victimes sont l'écho de ce que nous ont dit nos témoins. Ce qui se passe n'est ni plus ni moins qu'une catastrophe. Une catastrophe dont se détourne déjà l'attention du monde. Alors voici quel est le contexte, la toile de fond et bien entendu l'impact que cette guerre a eu
sur nos enquêtes semble bien pâle lorsqu'on compare cela à l'impact que la guerre a sur le quotidien des personnes. Mais toutefois, il faut savoir que cela a rendu notre tâche encore plus difficile. Mais, ceci étant dit, grâce à notre ténacité, au fait que nous avons travaillé d'arrache-pied, à notre créativité, à nos sacrifices, nous avons été en mesure de rencontrer certains témoins. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Il faut savoir que quasiment tous les témoins à des charges que nous nous proposons de faire comparaître connaissaient M. Abdelrahman. Si nous prenons ensemble leurs témoignages, ce sont des témoignages qui recouvrent une période importante de sa vie, à partir des années 70 jusqu'au moment où il s'est rendu à la cour. Ces témoins connaissaient tous bien Monsieur Abdelrahman, ils peuvent parler avec une certaine autorité de Monsieur Abdelrahman et des surnoms par lesquels il était connu. Ces témoins sont importants parce que ils soutiennent la cause de Monsieur Abdelrahman, qui a dit qu'il n'est pas et qu'il n'a jamais été Ali Kouchaïb. C'est ce que nous décrivons dans notre mémoire en première instance comme la première ligne de défense. En fait, il s'agit factuellement de l'aspect le plus direct et le plus simple de la défense. Je vous rappellerai que la thèse de l'accusation est que le commandant Janjaweed, qui fait l'objet de ces 31 chefs d'accusation dans le document qui contient les charges, s'appelle Ali Kouchaïb et que Ali Kouchaïb est un surnom et que le véritable nom de Ali Kouchaïb est Ali Mohamed Ali Abdelrahman. Mais dès sa première audition devant cette cour, dès sa comparution initiale qui eut lieu le 15 juin 2020, quelques jours après sa reddition, notre client a indiqué de façon très claire qu'il n'était pas Ali Kouchaïb. Lorsque le juge unique, monsieur le juge Aïtala, lui a demandé le 15 juin de se présenter, notre client a dit ce qui suit, et je cite, « Je vous entends. Mon nom n'est pas Kouchaïb. Mon nom est Ali Mohamed Ali Abdelrahman. Je répète, Ali Mohamed Ali Abdelrahman. Mon nom n'est pas Ali Kouchaïb. » Il s'agit d'un démenti qui ne comporte aucune ambiguïté. Démenti sur lequel il n'est pas Ali Kouchaïb. Il n'aurait pas pu être plus clair et il n'aurait pas pu soulever cela plus tôt. Pendant toute la présentation des moyens à charge du procureur, la défense a contesté tous les témoignages qui suggéraient que M. Abdelrahman était Ali Kouchaïb. Maintenant, et au cours des semaines et des mois à venir, la Chambre va entendre des éléments de preuve positifs émanant du plus grand nombre de témoins que nous avons été en mesure de rencontrer, qui vont tous dire que M. Abdelrahman n'est pas et n'a jamais été connu sous le surnom de Ali Kouchaïb. Il n'est pas et il n'a jamais été Ali Kouchaïb. Les témoins vont venir et vont témoigner et dire que le seul surnom par lequel il est connu, par lequel il n'a jamais été connu, est le surnom de Abou Nasser. C'est un surnom qui lui a été donné parce que son aîné, son fils aîné, s'appelle Nasser. Le témoin D1 est un témoin de premier plan de Riyad El Berdi. Sa famille connaît M. Abdelrahman depuis de nombreuses années. Nous pensons que le témoin D1 va dire qu'il n'a jamais entendu M. Abdelrahman faire référence à lui-même comme étant Ali Kouchaïb et il n'a jamais non plus entendu quiconque appeler M. Abdelrahman Ali Kouchaïb ou il n'a jamais entendu quiconque faire référence à M. Abdelrahman comme étant Ali Kouchaïb. La seule fois où il a entendu le nom d'Ali Kouchaïb associé à M. Abdelrahman, ce fut dans les médias et dans le contexte de l'intérêt ou de l'attention du bureau du procureur qui souhaitait l'arrêter. Le témoin D2 a de même
connu M. Abdelrahman depuis très longtemps, depuis son enfance. Il va également vous dire que M. Abdelrahman n'a jamais été connu sous le nom de Ali Kouchab, mais il est connu sous le nom de Abou Nasser. Le témoin des deux, tout comme d'autres témoins, vont venir ici, dans votre prétoire, et vont vous expliquer que M. Abdelrahman était un homme simple, un homme qui n'était pas riche, un homme qui travaillait comme pharmacien à Riyad el-Berdi et avant cela à Garcila. Il vous dira qu'il était connu comme un homme honnête, un homme à qui l'on pouvait faire confiance pour faire office de médiateur lors de litiges locaux. Et la communauté l'appelait souvent pour justement faire cela. Le témoin D3, qui est un témoin qui a une fonction importante à Riyad el-Berdi, et lui aussi connaît M. Abdelrahman depuis de nombreuses années. D'ailleurs, depuis les forces armées du Soudan, pendant les années 90, il n'a jamais entendu M. Abdelrahman s'appeler lui-même Ali Kouchaïb, et il vous dira que personne n'a jamais appelé ou n'a jamais fait référence à M. Abdelrahman comme étant Ali Kouchaïb. Nous convoquerons le témoin D5. Ce témoin vous dira qu'il connaît M. Abdelrahman depuis 25 ans, donc bien avant les événements des années 2003 et 2004. Il sait et il vous dira que M. Abdelrahman avait une pharmacie destinée aux humains à Garcila, et que avant cela, il était dans l'armée. Il sait que ensuite M. Abdelrahman a rejoint les forces de réserve centrale. Le témoin des 5 vous dira lui aussi qu'il n'a jamais entendu M. Abdelrahman s'appeler lui-même Ali Kouchaïb et qu'il n'a jamais entendu quiconque appeler M. Abdelrahman Ali Kouchaïb, qu'il n'a jamais entendu quiconque faire référence à M. Abdelrahman comme étant Ali Kouchaïb. Son seul surnom était Abou Nasser. Le témoin des 4 vous présentera un témoignage vu sous un autre prisme, car il ne connaissait pas M. Abdelrahman en 2003, en 2004. Il ne l'a rencontré qu'en 2008. Il a travaillé avec M. Abdelrahman au sein des CRF et ils ont passé de nombreuses années ensemble. Le témoin des 4 témoignera et vous dira qu'il n'a jamais entendu M. Abdelrahman faire référence à lui-même en s'appelant Ali Kouchaïb. Il témoignera et dira que personne n'a jamais appelé M. Abdelrahman Ali Kouchaïb. Son seul surnom est Abou Nasser. Le témoin des 4 vous dira qu'il a entendu parler de ce lien entre le surnom Ali Kouchaïb et M. Abdelrahman, qu'il a entendu parler de cela et que cela, en fait, étaient des informations qui émanaient de cette cour. Les témoins des 6, des 8 et des 11 ont tous des profils assez semblables que je ne vais pas mentionner en audience publique, et ce, du fait de préoccupations pour leur sécurité et la sécurité de leur famille. Il me suffira de vous dire que 2 de ces témoins connaissent M. Abdelrahman depuis l'année 2004 jusqu'au moment de sa reddition à la cour, mais quant à lui, le témoin D8 connaît M. Abdelrahman depuis les années 80. Ces 3 témoins viendront ici et vous diront que personne n'a jamais appelé M. Abdelrahman Ali Kouchaïb ou personne n'a jamais fait référence à M. Abdelrahman comme étant Ali Kouchaïb. Ils vous diront, après avoir prêté l'engagement solennel, que M. Abdelrahman n'est pas Ali Kouchaïb. Il y a un autre témoin qui connaît M. Abdelrahman depuis les années 80. Il s'agit du témoin D7. Le témoin D7 est un militaire à la retraite qui a passé de nombreuses années dans l'entourage de M. Abdelrahman. Donc, il vous dira qu'il a moins été en contact avec M. Abdelrahman pendant la période 2003-2004, mais toutefois, il sera en mesure de vous dire qu'au cours des années où il connaissait bien M. Abdelrahman, il ne l'a jamais entendu s'appeler Ali Kouchaïb, il n'a jamais non plus entendu
quiconque l'appelait Ali Kouchaïb, et lui aussi vous dira, après avoir prononcé l'engagement solennel, que M. Abdelrahman n'est pas Ali Kouchaïb. Le témoin D32 est un témoin peu commun pour nous. Il témoignera et vous dira qu'il connaît M. Abdelrahman depuis Garcila, depuis la période à Garcila, y compris donc pendant les années 2003 et 2004. Il vous dira qu'il connaît M. Abdelrahman pendant quasiment toute sa vie. Ce que nous avançons, c'est que cet homme, le témoin D32, est la personne la mieux placée, ou l'une des personnes les mieux placées, pour ne pas dire la personne ou le témoin le mieux placé que vous allez entendre en l'espèce, et qui vous dira qui est M. Abdelrahman, qui vous expliquera de façon détaillée et de façon exacte quelles étaient les activités quotidiennes de M. Abdelrahman à Garcila en 2003 ainsi qu'en 2004. Si M. Abdelrahman avait jamais été connu sous le surnom de Ali Kouchaïb avant l'année 2003, le témoin D32 le saurait. Si M. Abdelrahman avait été connu sous le surnom de Ali Kouchaïb pendant les années 2003 et 2004, le témoin D32 serait au courant, en serait informé. Et c'est un témoin important qui va, après avoir prononcé l'engagement solennel, vous dira que M. Abdelrahman n'est pas Ali Kouchaïb. Il faut savoir que le témoin D32 connaît M. Abdelrahman et a continué à le connaître après l'année 2024 du fait de son emploi. C'est un emploi qui lui a conféré accès à M. Abdelrahman pendant une longue période de temps. Vous entendrez parler de cela de façon détaillée, mais malheureusement, je ne peux pas aborder ces détails en audience publique pour des raisons de sécurité pour ce témoin et pour sa famille. Mais si M. Abdelrahman avait été connu sous le surnom de Ali Kouchaïb après l'année 2004, le témoin D32 en aurait été informé. Il va témoigner que pendant toute la période où il a connu M. Abdelrahman, période qui englobe de nombreuses années, il n'a jamais entendu, ne serait-ce qu'une fois, M. Abdelrahman s'appelait Ali Kouchaïb. Il n'a jamais entendu personne appeler M. Abdelrahman Ali Kouchaïb, ou il n'a jamais entendu M. Abdelrahman faire référence à lui-même comme étant Ali Kouchaïb. Ce témoin va également vous dire que le seul surnom qu'il a jamais entendu pour M. Abdelrahman est le surnom de Abu Nasser et rien d'autre. La première fois que le témoin D32, à l'instar de nombreux autres témoins d'ailleurs, a entendu le nom d'Ali Kouchaïb par rapport au défendeur, cela s'est passé dans le contexte de sa remise à la cour. Le témoin D32 va vous dire qu'il n'a pas su que faire pour alerter le bureau du procureur et lui dire qu'ils avaient ciblé la personne qui n'était pas la bonne personne, en fait, et qu'il l'avait accusé. Il se décrira comme étant un homme simple, peu instruit. Il ne sait pas comment fonctionne cette cour. Les rouages d'une cour internationale aux Pays-Bas, à quelques 8000 kilomètres de son domicile au Darfour, et il vous le dira lui-même, quelque chose qu'il ne comprend pas véritablement. Et il ne peut pas véritablement avoir un lien avec ce tribunal. Mais ce qu'il vous dira, en revanche, en tant que musulman pratiquant, c'est que tout ce qu'il pensait pouvoir faire était prier pour M. Abdelrahman et que, puisqu'il s'agit d'un homme innocent, Dieu le protégera. Alors j'ai fait référence au témoin des 32 en vous disant que c'était un témoin peu commun, un témoin
rare. Et je dis qu'il s'agit d'un témoin rare parce qu'il était et il est jusqu'à présent le seul témoin auquel nous avons pu avoir accès à García. Nous aurions souhaité pouvoir convoquer davantage de témoins de García, mais cela n'a malheureusement pas été possible. Il y a un certain nombre de témoins que j'ai mentionnés qui vont témoigner pour dire que pendant les attaques et après les attaques contre les villages de la localité de Wadi Saleh, il y a un grand nombre de villageois fours qui sont partis pour essayer de se réfugier et de trouver une certaine sécurité ailleurs au Darfour, notamment à Riyad el-Berdi. Il y a un certain nombre de témoins qui vous diront que M. Abdelrahman et sa famille ont accueilli certaines de ces personnes déplacées fours dans leur foyer à Riyad el-Berdi en leur offrant logement, nourriture, confort et une certaine humanité. Alors j'aimerais maintenant passer à huis clos partiel. Pour quelques minutes seulement, je présente mes excuses au public qui se trouve dans la galerie, mais cela ne peut pas être évité. La juge présidente, oui, huis clos partiel. Greffière d'audience, nous sommes en audience publique, Madame la Présidente. Enfin, Mesdames les juges, vous entendrez un autre type de témoin dont la déposition viendra saper encore davantage les tentatives de l'accusation d'établir un lien entre Ali Abdelrahman et Ali Kouchaïb. Fiona Marsh est un des experts les plus éminents au Royaume-Uni en matière d'examen médico-légal de documents, un domaine d'études scientifiques où elle travaille, où elle excelle depuis plus de 40 ans. Elle a effectué ce travail depuis plus longtemps que la plupart des membres de l'équipe de la défense ici. En l'espèce, elle est experte en graphologie. Elle a reçu des instructions de la défense d'examiner ce qui est allégué comme étant deux signatures de M. Abdelrahman Ali Kouchaïb sur deux documents différents. Elle a comparé ces deux signatures, en particulier la signature sur une sorte de laissez-passer qui remonte à 2003. Et la première la première signature contestée se trouve justement sur ce document, référence ERN DAR OTP 0218-0231. Vous vous souviendrez que cela a été cité dans la déposition du témoin P 992. La deuxième signature contestée se trouve à la fin de ce qui serait une note d'un entretien avec M. Abdelrahman, un entretien avec des enquêteurs soudanais en 2006. Ce document est DAR OTP 0218-0231.
231. La position de la défense est que M. Abdelrahman n'a pas été interrogé par les enquêteurs soudanais à aucun moment. Il n'a pas placé sa signature en bas de cette note. Cette signature a été effectuée par quelqu'un d'autre, donc c'est donc une fausse signature. Madame Marsh a comparé ces deux signatures l'une avec l'autre et avec un certain nombre de signatures connues de M. Abdelrahman. Fiona Marsh viendra devant cette cour et elle dira qu'elle est arrivée à un certain nombre de possibilités, à 3 possibilités dans ses conclusions. Premièrement, les similarités constatées entre la signature connue et la signature contestée, eh bien, ces similarités sont une pure coïncidence. Deuxièmement, il n'y a aucun élément de preuve selon laquelle la signature contestée est effectivement une signature de M. Abdelrahman. Et troisièmement, que la signature de novembre 2006 se trouve en dehors de la fourchette de variation naturelle qu'elle a constatée dans l'échantillon limité de signatures connues et qu'elle n'est pas en mesure de déterminer si effectivement M. Abdelrahman a placé sa signature sur le document de novembre 2006. Donc, elle a envisagé les 3 possibilités pour ses conclusions. Ces hypothèses sont les suivantes. Premièrement, que les similarités constatées entre la signature connue et la signature contestée sont une pure coïncidence et que la signature contestée est celle de quelqu'un d'autre que M. Abdelrahman. La signature contestée n'est qu'une pâle copie de la signature normale de Abdelrahman faite par quelqu'un qui connaît sa signature. Troisièmement, que Abdelrahman a bien fait la signature contestée, mais que cette signature se trouve en dehors de la fourchette de variation naturelle constatée dans l'échantillon simple ou dans l'échantillon limité, de ces signatures connues examinées. Elle n'est pas en mesure de déterminer laquelle de ces options est la plus probable. Mais nous dirions, et c'est une autre manière de présenter les choses, que chaque option est aussi probable, que chacune des options est probable, qu'elles sont toutes aussi probables les unes que les autres. Vous avez entendu, mesdames les juges, des dépositions de témoins au cours de la présentation des moyens de l'accusation, selon lesquels M. Abdelrahman et Ali Kochaïb sont une seule et même personne. Dans la présentation des moyens de la défense, vous entendrez un certain nombre d'autres témoins, témoins de la défense, qui diront exactement l'inverse. Et ces témoins qui déclareront que M. Abdelrahman n'a jamais été connu comme Ali Kochaïb, n'est pas Ali Kochaïb, le disent de manière beaucoup plus crédible que les témoins de l'accusation. Les témoins de la défense, pris tous ensemble, connaissent M. Abdelrahman depuis plus longtemps. Les témoins de la défense le connaissent mieux. Et nous disons que une fois que vous aurez entendu les éléments de preuve des témoins de la défense, nous disons que il faut donner la préférence à ces éléments de preuve par rapport à tous les éléments de preuve qui contredisent celle-ci présentée par l'accusation. Les témoins de la défense, pour la plupart, sont dans une position idéale pour savoir si M. Abdelrahman est ou était appelé Ali Kochaïb. S'il était véritablement Ali Kochaïb, les témoins de la défense, que nous appellerons, le sauraient. Après avoir entendu les témoins de la défense, je le répète, même s'ils ne sont pas aussi nombreux, loin de là, que ce que nous aurions souhaité présenter, loin aussi de ce qu'aurait mérité M. Abdelrahman, vous verrez, vous serez en mesure de faire la part des choses et d'évaluer le poids de leur déposition par rapport aux témoins de l'accusation. Et
Une fois que vous aurez examiné cela, vous conclurez que les éléments de preuve présentés par l'accusation ne respectent pas la norme exigeante en droit pénal et que M. Abdelrahman et Alaïl Koshaib ne sont pas la même personne. Il ne sera plus nécessaire d'aller plus loin à ce stade. Vous acquitterez, et vous serez tout à fait justifié à le faire, vous acquitterez M. Abdelrahman de tous les chefs contenus dans le document des charges. Si, néanmoins, au-delà de tout doute raisonnable, vous concluiez que M. Abdelrahman et Ali Koshaib sont la même personne, ce ne serait pas la fin de l'histoire. Nous arriverions à ce que nous avons appelé notre deuxième ligne de défense. Et c'est sur cela que je voudrais évoquer maintenant, bien que, en voyant l'heure, je me dis que c'est un moment naturel pour faire la pause. La présidente, oui, effectivement, Maître Edwards, nous allons faire la pause jusqu'à 11h30.